Il y a un paradoxe vraiment fascinant dans le monde de la finance moderne. D'un côté, on a cette promesse d'une liberté capitaliste absolue. Mhm. Un outil financier qui permet en gros d'acheter des parts de n'importe quelle entreprise dans le monde, sans plafond, sans limite de temps. Ouais, le rêve de la mondialisation depuis son canapé. Exactement. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça se corse, le prix de cette liberté totale, c'est l'un des environnements fiscaux les plus redoutables pour un investisseur. C'est clair. Aujourd'hui, notre exploration plonge en plein cœur du compte-titre ordinaire, le fameux CTO. L'idée, c'est vraiment de démystifier cette machine. Tout à fait. On a étalé toutes nos sources sur la table, et franchement, ça ressemble à un décor de film. On a des graphiques d'investissements mondiaux, des images de lingots d'or, des liasses de billets. Ça fait très Wall Street. Mais on a aussi la balance de la justice et des formulaires fiscaux bien épais juste à côté. Voilà. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que la mission de notre analyse aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent, c'est de comprendre si cette liberté absolue justifie vraiment son coût fiscal. Et ce qui ressort immédiatement de ces documents, c'est vraiment cette dichotomie constante entre l'ouverture des frontières et le contrôle de l'État. Ouais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est exactement ça. La promesse initiale du CTO, c'est un monde sans barrières. On donne littéralement les clés du marché global à l'investisseur. C'est immense. Oui, mais en finance et surtout en gestion de patrimoine, il y a une règle d'or. Quand il n'y a pas de limite à l'entrée, il y a forcément des règles strictes à la sortie. Au moment de passer à la caisse. Exactement. C'est le compromis fondamental de cet outil. La liberté d'action est totale, mais l'exposition à l'impôt l'est tout autant. Alors avant de s'imaginer en loup de la finance avec nos liasses de billets, il faut d'abord bien cerner ce terrain de jeu. Bien sûr. La définition stricte du CTO, c'est que c'est une enveloppe pour détenir des titres financiers. Et l'éventail des actifs éligibles est, c'est juste massif. Ah oui, ça va des obligations d'État hyper sécurisées aux produits ultra spéculatifs. Genre les warrants, les certificats, les trucs qu'on peut parier à la baisse. Exactement. Et le compte est ouvert à tous. Personne physique, personne morale, pas de limite d'âge. Pas de plafond de versement non plus. Aucun. Et avec une obligation technique importante, il faut toujours un compte espèce associé pour gérer les liquidités des transactions. Quand on assemble tout ça, moi, ça me fait penser à une sorte de passeport diplomatique financier. C'est une bonne image. On peut aller partout, du Japon aux États-Unis, mettre des actions, des ETF. Mais du coup, une question me vient. Je vous écoute. Si c'est si merveilleusement ouvert, pourquoi tout le monde n'utilise pas uniquement ça? Y a-t-il un piège caché dans cette absence de verrou fiscal? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément l'absence de ce verrou. Qui dit absence de contrainte, dit absence d'avantages. Ah d'accord. L'État n'offre aucun bouclier fiscal. Les revenus, que ce soit les dividendes, les intérêts ou les plus-values, sont immédiatement imposables. Donc, pas de cadeau. Aucun. La flexibilité totale se paie plein pot. Bon, maintenant qu'on sait que ce passeport universel est lourdement taxé, regardons comment on l'obtient. Comment fonctionne cette machinerie de l'intérieur? Alors, l'ouverture est assez classique. Ça se passe auprès d'une banque ou d'un courtier. Pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration fiscale, la routine administrative, quoi. Voilà. On signe une convention et c'est là qu'entre en jeu le teneur de compte. C'est lui qui gère la paperasse et exécute les ordres. C'est ça. Il encaisse les dividendes, gère les aspects administratifs. Mais il a aussi un rôle crucial d'information et de protection. Et justement, dans les modes d'investissement, nos sources parlent de l'achat au comptant, classique, mais il y a aussi le SRD, le service de règlement différé. Le fameux SRD, oui. Et là, ça devient vraiment intéressant. Pour notre auditeur, c'est un peu comme une carte de crédit pour la bourse. C'est une bonne analogie. On achète maintenant, mais on ne paye qu'à la fin du mois. Mais est-ce que la banque laisse vraiment n'importe qui jouer à crédit sur les marchés mondiaux? Heureusement que non. Et c'est là qu'intervient le questionnaire MiFID. Le fameux test de profil. Exactement. Si on relie cela à la vision d'ensemble, la banque n'est pas qu'un guichet. La loi l'oblige à s'assurer que l'investisseur comprend les risques. Surtout avec un outil comme le SRD, j'imagine. Absolument. Parce qu'avec le SRD, on utilise l'effet de levier. Le risque de perte en capital s'intensifie énormément. On peut perdre plus que sa mise de départ. D'où la nécessité de protéger le client contre lui-même. C'est exactement l'esprit de la réglementation. Bon, une fois qu'on a fait nos investissements, qu'on gagnait de l'argent avec nos actions américaines ou nos dividendes européens, on arrive à l'éléphant dans la pièce. L'heure des comptes avec l'État. Ouais.
L'image de la grosse facture fiscale prend tout son sens ici. La fameuse flat tax ou PFU en France. Le prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et ça tape sur tout, dividendes, plus-value. Sur absolument tous les gains mobiliers, oui. Il y a bien l'option au barème progressif, mais les abattements pour durée de détention, c'est fini pour les titres achetés après 2018. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Face à ces 30% fixes, l'État ressemble un peu à un associé silencieux, non? Un associé très gourmand, en effet. C'est ça. Il prend un tiers des gains à chaque fois, mais il ne partage jamais les pertes. C'est le principe de l'impôt sur la plus-value, oui. Mais du coup, est-ce que l'absence d'exonération fiscale sur le long terme ne rend pas cet outil complètement obsolète face à d'autres enveloppes plus avantageuses? Alors, cela soulève une question importante. Et il faut vraiment regarder la balance bénéfice-risque. L'image de la balance de la justice sur notre table prend tout son sens. Exactement. Oui, le PFU de 30% est très lourd en cours de vie. Mais le CTO brille d'une lumière éclatante lors d'un moment précis, la transmission patrimoniale. Au moment de la succession? Oui, ou mieux encore, via la donation de titres de son vivant. C'est un avantage absolument massif. Ah, parce qu'il y a une mécanique spéciale pour ça? Oui, faire une donation de titres permet de purger les plus-values latentes. Attendez, purger, ça veut dire que l'impôt disparaît? C'est ça. Si vous avez acheté une action 10 € et qu'elle en vaut 100 aujourd'hui, vous avez 90 € de plus-value. Et normalement, l'État prend 30% là-dessous. Normalement, oui. Mais si vous donnez cette action à votre enfant, la plus-value est effacée. L'enfant reçoit l'action à une valeur de 100 €. S'il la revend tout de suite, sa plus-value est de 0. Oh, waouh! Donc zéro impôt sur le gain accumulé pendant toutes ces années. 0 PFU, oui. Il y a juste les droits de donation qui ont souvent des abattements élevés. C'est un calcul fiscal brillant pour organiser sa succession. C'est fou. Ça donne vraiment une autre dimension à l'outil. C'est le moment du verdict, je crois. Il faut peser le pour et le contre. Résumons la balance, oui. Dans les avantages, on a donc ce choix illimité, l'accès au monde entier, des montages comme le SRD et cette transmission facilitée hyper puissante. Et dans les inconvénients, l'impact de ce fameux PFU, le risque de perte en capital lié au marché boursier, et surtout, il ne faut pas l'oublier, les frais. Ah oui, les frais de courtage. En fait, je comparerais bien le CTO à une Formule 1. Une Formule 1. C'est-à-dire, Ça permet d'aller sur tous les circuits du monde à une vitesse folle. On n'a aucune restriction. ouais, l'accès total. Mais le revers, c'est que ça consomme énormément de carburant, avec les 30% de taxes, et ça coûte extrêmement cher au garage en frais de maintenance. Je valide totalement cette analogie. Les frais de courtage potentiellement élevés sont un vrai danger. Ça grignote la performance. Exactement. Ces petits frais récurrents peuvent silencieusement dévorer le rendement d'un portefeuille mal géré. Le véritable inconvénient du CTO, au-delà de la fiscalité, c'est qu'il exige une rigueur comptable absolue. Et c'est pour ça que comprendre cet outil est indispensable, même pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément l'intention d'en ouvrir un. Absolument. C'est comprendre la mécanique des capitaux. Voilà. Ça permet de saisir comment l'argent circule librement à l'échelle mondiale et comment les grands patrimoines se transmettent. C'est vraiment l'outil fondamental du capitalisme moderne pour les particuliers. Ce qui amène à une réflexion d'ouverture super intéressante. Je vous écoute. Le CTO, c'est la méthode traditionnelle. On investit mondialement, mais on est taxé localement, par des teneurs de compte classiques. Mhm. Mais aujourd'hui, on voit l'émergence des actifs numériques et de la finance décentralisée. La fameuse défi. Exactement. Des systèmes qui, par nature, n'ont ni frontières, ni teneur de compte institutionnelle. C'est un sacré casse-tête pour les impôts, ça. Justement, comment cette émergence va-t-elle forcer les États à repenser complètement ces architectures fiscales qui datent d'un autre siècle? Ah oui, c'est une excellente question à méditer pour l'avenir de nos investissements. Ça promet des bouleversements profonds. Inévitablement. Eh bien, merci pour cette analyse poussée. On s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour poursuivre notre exploration.